La vidéo que vous allez voir prend son temps, c'est le cas de le dire. À la fin, dans plus d'1 heure d'infos et j'espère de rire, après le générique, vous aurez droit à un petit bêtisier avec tous les copains et les copines ayant participé au machin. En attendant, sachez que la vidéo est sponsorisée par YFood, que je remercie de sa confiance. N'hésitez pas à acheter ces produits, ils sont bons et utiles, je vous le garantis. Chef, il est arrivé un truc bizarre. La Russie s'est excusée? Pourquoi elle ferait ça? Elle était bien sa chanson. Sa chanson. Bah ouais, tu sais, tu m'oublieras dans la chambre en vacances, accroché au téléphone, je sais plus tout quoi là. D'accord. Bon, allez, c'est quoi ton truc bizarre là? Hein? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, YFood nous a envoyé des repas liquides, pas liquides. Des repas liquides, pas liquides. Oui, voilà. Ils sont comment alors? Oh, pout. Ah oui, ben je sais, c'est moi qui les ai commandés. Mais c'est pas bon, hein. J'ai mangé une cuillère, j'ai pas su respirer pendant 7 quarts d'heure. Oh, c'est beaucoup ça, 7 quarts d'heure. Non, ça va encore, mais bon. Il faut ajouter de l'eau. À quoi? À la poudre. Avant? Ben oui, pas après. Mais ça sert à rien. Que tu crois? Viens, je vais te montrer. Voilà, regarde. Les paquets que j'ai commandés sont des sachets d'1 kilo, avec lesquels tu peux faire l'équivalent de 12 bouteilles de boisson. Tu mets 4 cuillères rases de poudre avec 32 centilitres d'eau et c'est fait. Pourquoi pas tout de suite prendre les bouteilles? Pour l'environnement, Kevin, pour l'environnement. C'est moins lourd à envoyer, ça prend moins de place et puis tu vois, si tu prends le pack découverte, tu reçois un shaker avec et hop, tu ne jettes plus de bouteilles vides. C'est dingue. Tu shake, shake, shake et tu obtiens une boisson aussi complète que celle en bouteille. Allez, viens, on retourne par là. Et dépêchez-toi de finir, j'aimerais bien m'en faire un au chocolat. Tu sais, il y a le pack découverte aussi. Le quoi? Le pack découverte, c'est 10 repas dans 5 saveurs différentes et un shaker offert. Ça revient à peine à 2,50 € par repas. C'est dingue. Oui, et si tu utilises le code en description, tu gagnes encore 10%. C'est dingue. Et tu sais bien ce que je dis toujours, hein, ces boissons sont bien plus saines que tes frites. C'est dingue. Et 26 vitamines et minéraux, pas de lactose, pas de gluten, des versions véganes même. C'est dingue, hein. Ça te cale pendant 4 heures. Même quand on met de l'eau. Oui. C'est dingue. Et puis si tu commandes, comme vont le faire mes gentils abonnés, eh bien ça me soutient dans mon travail. Donc dans le tien. Ouais, ce serait dingue. Vous savez quoi? Bonjour. Depuis qu'il a cessé de chasser le mammouth pour s'inventer des angoisses plus sophistiquées, l'être humain mâle a une obsession, sa nouille évidemment, mais surtout cesser de vieillir et comprendre pourquoi ses cheveux disparaissent du sommet de son crâne pour réapparaître avec une vigueur suspecte dans les oreilles et le nez, jusqu'à en déduire que la vieillesse n'est pas un naufrage, mais un simple déménagement capillaire. Théorie sérieusement mienne sur laquelle la science refuse pourtant obstinément de se pencher. Quant aux humains femelles, c'est à peu près pareil, sauf pour les poils, et encore, j'en connais. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus. C'est plus la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, si c'est un poète qui le dit, ce doit être vrai. Le temps est un fleuve qui semble nous emporter tous vers une fin inexorable, excepté si l'on est Nathalie Portman, en quel cas il semble couler en circuit fermé dans un bain d'adrénochrome, ce qui est super injuste. Ma voisine qui est moche vous le dirait. Le temps est un mystère en même temps qu'un outil familier. C'est ce qui le rend fascinant. Il nous occupe au quotidien dans ce qu'il a d'outils et les esprits brillants pour qu'il ne soit justement plus un mystère. Et ce, bien avant que je ne m'y attaque séant, avec ma rigueur légendaire et mon objectivité toute belge. Car oui, la Belgique a son mot à dire sur la question du temps, et pas seulement de celui du double bain de cuisson des frites. Notons que cela étant, puisqu'aujourd'hui on a le temps, le premier bain des frites, c'est à 160 degrés, pendant 7 minutes. C'est chaud. Puis à 185 degrés pendant 3 minutes. C'est très très chaud. Attention, préférablement avec du blanc de bœuf. Et des patates farineuses.
Voilà, comme ça vous savez faire des frites à la belge. Bon, reprenons. Les scientifiques et les philosophes, bien sûr, ont tenté de mettre de l'ordre dans ce bazar temporel. Aristote confirmait déjà ma théorie capillaire en disant que le temps est la mesure du changement. Une belle formule qui explique pourquoi le temps passe plus vite quand on élève un enfant et beaucoup plus lentement quand on est bloqué dans un bouchon. Alors qu'on ne peut pas franchement dire que... Bon, Saint Augustin, lui, avouait humblement: qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande, je ne le sais plus. Cette phrase, à laquelle on ne comprend rien non plus de prime abord, est intéressante au second abord. Le temps nous accompagne, on le mesure sans y penser, on le suit, on l'appréhende, on râle dessus lorsqu'il passe vite aux côtés de l'être aimé ou lorsqu'il se traîne à l'enterrement d'une vague connaissance du cousin de la femme d'un collègue de bureau. Mais dès qu'on nous demande de le définir, on bredouille des trucs qui ne veulent pas dire grand-chose, si ce n'est qu'on aurait peut-être dû écouter notre mère quand elle nous disait de faire des études. Des tentatives de définition du temps ont pourtant émaillé toute l'histoire de l'humanité. Des philosophes ont tenté de donner un sens à tout ça, tandis que les scientifiques ont multiplié les expériences pour à tout le moins le calculer. Newton pensait qu'il s'écoulait peinard, au même rythme pépère dans un continuum soporifique. Mais Einstein, entre autres, et pour ne citer que le plus connu, est arrivé avec sa manie de tout compliquer, y compris sa chevelure, que si j'en avais une comme ça, j'y mettrais au moins un peu d'ordre. Grâce à Einstein donc, mais grâce à d'autres aussi, n'allez pas m'injurier dans les commentaires, grâce à Einstein, disais-je, nous avons appris que le temps n'était pas absolu et qu'il dépendait de la vitesse et de la gravité. Ce qui signifie que si vous souhaitez ralentir votre vieillissement, il vous suffit de vous installer dans un trou noir ou de courir à la vitesse de la lumière. Deux stratégies qui, pour des raisons nébuleuses, peinent encore à séduire le grand public. Alors j'extrapole un peu, mais en substance, c'est ça. Dès lors, l'être humain revient sur Terre, abandonne la méthode scientifique et adopte la seule méthode pour rester jeune dont on fait l'heure des générations entières de populaces, tomber amoureux. Mais ça ne dure que quelques jours, après l'éternité s'éteint et elle s'ingénie au contraire à tout gâcher en laissant traîner ses slips ou en exigeant que l'autre grandisse un peu. Enfin, n'oublions pas le client moyen d'un bureau de poste dont les observations empiriques sur la dilatation temporelle en milieu administratif mériteraient un prix Nobel. Le client en question est capable de soupirer 10 fois en l'espace de 3 minutes lorsqu'il est dans la file d'attente, parce qu'un barbu semble prendre tout son temps pour un colis qu'il n'a pas reçu et qu'il faut retrouver à tout prix, sinon qu'on appelle le responsable. Et le même client, quand c'est son tour d'acheter des timbres, il trouve que 3 minutes, c'est un minimum pour être servi convenablement, et que les gens qui soupirent derrière devraient nettement être plus patients. Bref, le sujet du temps est vaste, infini même, passionnant et incroyablement documenté. Mais ce qui manquait à toutes ces théories, à toutes ces pensées chronophages, c'était une approche réellement pragmatique. Une approche qui s'interroge sur l'impact du temps, sur nos vies concrètes, sur nos angoisses existentielles et sur le fait que chaque matin, en consultant l'horloge, nous constatons avec effroi que nous n'aurons pas le temps d'avaler une deuxième tasse de café. Le patron ne comprendrait pas. Déjà qu'il a tiqué l'autre fois parce qu'on devait partir 1 heure plus tôt pour aller conduire la petite à son cours de danse. Le temps passe et on se retrouve parfois à ne plus rien en attendre, persuadé que le meilleur est derrière nous, et certainement l'amour, et on attend la mort avec plus ou moins d'impatience. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? Regarde, l'amour t'attend. Hé Olivier, où ? Il y a des gens qui dorment, hein ? Eh bien, ils ont grand tort. Ils devraient plutôt vivre. Ah mais ils vivent. Ils font, je sais pas moi, des courses au supermarché ? Ils devraient plutôt songer que l'amour les attend. Au rayon surgelé. Oui, ou à celui des aubergines, ou des moules, ou des fraises, ou des bananes cerises. Ce n'est pas très important. Bon, d'accord, bon. Alors la question du temps, elle est infinie et elle entraîne qu'on la traite comme un sujet du bac S ou du bac philo. Aujourd'hui, je vous propose une approche toute particulière, un mélange de sciences rigoureuses et de gémissements existentiels. Le temps mérite au moins ça, au moins d'être traité exhaustivement par mon équipe
essentiellement composé de moi-même. Heureusement, il est encore temps. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Le temps est de ces choses qu'on considère comme une femme. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais c'est fascinant et plutôt beau à regarder. Un peu vertigineux aussi. Et le problème est sérieux, faut-il voir le temps comme une grande horloge cosmique qui tic-tac avec rigueur ou bien comme une illusion qui se plie, se dilate et fait parfois mine de s'arrêter? Notamment le dimanche après-midi en regardant Michel Drucker chez mamie pendant qu'elle sieste. Sir Isaac Newton, né en 1643 et mort en 1727, sans doute des suites de sa vie, était l'homme qui avait tout compris de la gravité d'une pomme. Il avait une vision rassurante du temps, enfin, ça dépend pour qui, hein. Certaines personnes ne sont en effet jamais aussi angoissées que par les choses linéaires, justement. Mais c'est une autre histoire. Pour Newton, le temps est une belle ligne droite, une rivière qui s'écoule paisiblement et inexorablement, toujours à la même vitesse, que vous soyez en train de courir un marathon, de cuisiner des hachis parmentiers en série ou de progratiner devant Netflix. Enfin, il l'a mieux dit, mais c'est ça l'idée. Une idée connue sous le nom de temps newtonien qui nous arrange bien et qu'on retrouve encore sur tous les murs intérieurs des écoles primaires pour bien que l'enfant comprenne que les gens qui se baladaient tout nus avec une toge là, c'était avant que les apôtres de Jésus-Christ viennent estimer qu'on devait couvrir tout ça et s'enfoncer dans l'obscurantisme du Moyen-Âge, que certaines religions actuelles, comme l'islam ou la France insoumise, vivent encore avec fierté car la beauté, c'est mal. Mais non, la beauté c'est pas mal, regarde-moi, je suis mal moi. Non. Bah voilà, ce qui est mal, c'est les rideaux en perles de chez mamie, c'est les photos de profil prises en contre-plongée, c'est de croire que PH a du talent sous prétexte qu'il en a plus que 12 par sec, c'est de ne pas regarder mon excellente vidéo sur les complots pliplos. Tout ça c'est mal. Ou alors c'est de croire que la pudeur a tué la contemplation du beau au fil des siècles, alors que franchement, l'Antiquité, pardon, mais c'était aussi les dents pourries et les infections généralisées. Mais enfin, mais calme-toi, en plus ça ne veut rien dire ce que tu dis. Ah bon? Non, c'est complètement hors de propos. Ah bon? Bah oui, avec quoi tu viens, toi? Bah ouais, avec quoi elle vient, elle? C'est qui, lui? Je te présente Yannick. Pas Yannick l'original, quand même. Et ouais, lui-même. Je dérange pas, là? Oh, incroyable, on a un point commun, Yannick. Mais je sais. Les cailloux. Les cailloux. Je dérange pas. Et Yannick, tu me montreras tes bijoux? Ah bah oui, avec grand plaisir. Et puis toi, tu me montreras tes couches sédimentaires. Promis. Bon, ben je ne sais que dire, hein, sinon que le temps file, hein, et à des conneries en plus. Bon, je vais essayer de reprendre tranquillement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bon, donc, le monde de Newton. Le monde de Newton fonctionnait avec des horloges bien réglées. Et si vous étiez en retard, c'était juste de votre faute, pas celle de l'univers. Newton défendait donc un temps indépendant de tout, une sorte de chronomètre divin qui ne dépend ni des objets, ni de leur mouvement, ni même de l'existence des hommes. Ce qui n'est pas très chrétien, mais passons. Son raisonnement est posé dans Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, titre qui nous fait dire qu'en 1687, sans Minecraft ni Facebook, fallait s'occuper, hein. Mais cette vision du temps a un problème, elle ne colle pas avec le désir des professeurs les plus émérites de compliquer les choses pour des armées d'adolescents boutonneux qui préféreraient scroller leur écran interdit en classe. Car si le temps était aussi stable et régulier que Newton le pensait, pourquoi aurait-on déjà l'impression qu'il s'accélère avec l'âge et qu'il ralentit quand on dîne chez notre belle-sœur à parler des taux d'intérêt dont elle et Jean-Louis ont bénéficié pour bâtir leur maison d'imbéciles avec garage, 3 chambres et jardin sans vie? Hein? Alors, quelques siècles après l'autre compotier, là, Albert Einstein arrive et envoie valser Newton d'un coup de formule mathématique. Non content de tirer la langue à une idée lénifiante et monotone du temps, il décide de s'attaquer à la nature du temps et nous annonce que le temps est relatif.
D'ailleurs, tout est relatif, sauf ma mère, et encore, je ne sais pas comment elle gagnait sa vie quand j'étais petit. Autrement dit, le temps ne coule pas de la même manière pour tout le monde et dans tout l'univers. Un astronaute en orbite vieillit donc plus lentement qu'un type qui se masturbe dans son canapé à rien foutre, à l'exception de son prépuce évidemment qui rajeunit à toute berzinque, surtout vers la fin. Cette idée, posée dans la théorie de relativité restreinte et générale en 1916, est confirmée par des expériences menées avec des horloges atomiques. Ces horloges extrêmement précises ont été placées dans des avions et comparées à celles restées au sol. Et là, paf, elles affichaient une heure différente, comme si elles avaient pris dans leurs aiguilles un jet lag de malade. C'est pour ça, je parie, que les pilotes d'avion ont l'air plus jeunes que nous, pauvres terrestres. En les regardant, on voit tout de suite qu'à un âge égal, l'un fait nettement une fraction de seconde plus jeune que l'autre. Conclusion, le temps peut s'étirer, se contracter, se courber. Le temps, c'est du flan. Mieux encore, avec la relativité générale, Einstein ajoute une couche de complexité. La gravité ralentit le temps, dit-il. Plus vous êtes proche d'un objet massif, une planète, une étoile, ma voisine, la bêtise de mon patron, plus le temps ralentit. C'est pour cette raison que si vous pouviez vivre juste à côté d'un trou noir, vous vieilliriez finalement moins vite que Nathalie Portman, mais tout le monde s'en ficherait quand même. Même si Einstein a changé notre façon de voir le temps, il n'a pas répondu à une question fondamentale que je lui avais pourtant posée, mais il était déjà mort. Pourquoi avons-nous l'impression que le temps avance toujours dans une seule direction ? Pourquoi nous souvenons-nous du passé et jamais du futur ? Pourquoi un œuf cassé ne se reconstitue-t-il jamais spontanément ? Pourquoi la jeunesse se dissipe inexorablement au profit des douleurs articulaires ? Pourquoi elle m'a quitté et ne reviendra jamais parce qu'elle baise maintenant avec son amour de jeunesse ? Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes ? C'est ici qu'intervient Ludwig Boltzmann, né en 1844 et mort en 1906, sans doute pour ne pas faire la guerre. Spécialiste entre autres de la thermodynamique et de la mécanique statistique, membre de tout un tas d'académies à une époque où le cumul des mandats était comme les rondeurs au Moyen-Âge un signe d'opulence, alors qu'aujourd'hui ce n'est plus l'apanage que des seuls jardins zoologiques modernes. Quoi donc ? Le cumul des mandats dans les jardins zoologiques. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, tu sais Arnaud, quand ils se granent dessus là et qu'ils nous font bien rire tellement ils sont cons. Le cumul des pandas. Oui, bon. Ouais, bon, tu sais quoi, finalement, t'allais m'écrire une apparition dans ta vidéo, mais non, je veux plus la faire. Bah, tu y es là. Ouais, tu couperas au montage. Mais Arnaud, tu n'as qu'à pas m'envoyer ton caméo. Les gens ne sont pas cons, hein, tu sais. Ils savent que tu n'es pas vraiment en train de me parler, mais que tu tournes tes répliques à un autre moment, dans un autre temps que le mien. Moi, je suis là. On est dimanche 23 mars. Mais si ça se trouve, toi, t'es le lundi 17 mars, ou pire, le mardi 18. Pourquoi c'est pire ? Bleu électrique. Quoi ? Ah, tu vois hein, qu'on n'est pas en train de se parler. J'ai répondu n'importe quoi. C'est bien la preuve, non ? Bon, je dois y aller, moi. Hein. Je dois encore passer par le bureau de poste, là, parce qu'ils ont perdu un colis, les abrutis. Quand je pense que je vais encore certainement devoir attendre mon tour pendant 3 minutes, ça m'énerve déjà. C'est fermé le dimanche. Oui, mais moi, ça va, je suis lundi. Ah ben oui, juste. Bon alors, son apport majeur à l'autre Boltzmann la concerne l'entropie. L'entropie écrit E-N-T-R-O-P-I-E. À ne pas confondre avec l'entropie A-N-T-H-R-O-P-I-E, qui est relative à l'être humain. L'entropie, donc, avec EN, c'est, avec mes mots à moi, une manière de mesurer le désordre d'un système. Plus un système est désordonné, plus son entropie est élevée. Or, Boltzmann montre que dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter avec le temps. Prenons un exemple concret. Imaginez une boîte dans laquelle on enferme des molécules de gaz bien rangées, genre en un beau cube. Non, vous savez quoi ? On va plutôt prendre des chats.
Je me suis disputé avec Sébastien de Vous avez le droit et Nathan du chat sceptique. Il faut à tout prix que je me ramenasse dans leur bonne grâce. Et prendre des chats en exemple, ça va leur plaire, j'en suis certain. C'est pas gagné. Alors effectivement, parce que côté réconciliation, on est plus proche du néant sidéral que du banquet de noces, mon petit pote. J'ai déjà vu des tranchées se reboucher plus vite que ça. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Bon, prenons donc 6 beaux chats et mettons-les dans une boîte. Pas les miens alors, hein. Bon, tant que tu touches pas à la PDG à poil long, on évite l'incident diplomatique. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais non, n'ayez crainte, ça va aller. Bon, au départ, on leur demande de rester tranquilles. Au besoin, on prend une voix douce, du genre « là, c'est tout, là ». Et puis on ferme la boîte et on s'en fout pendant une bonne quinzaine. Revenons alors vers les boîtes qui puent. Les chats ont eu le temps de se mélanger, de vomir, de s'entretuer. Mourir de faim même, et en général de se répartir de manière hétérogène dans toute la boîte. J'espère que l'exemple vous a plu, Nathan et Sébastien. J'espère que t'as prévu un bon baveux, parce que Tricotine, elle a déjà le sien, c'est Mézig. Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Rastaquaire, Jobaste, Baderne. Méchant. Par contre, les chatounets ne reviendront jamais spontanément à leur état initial vivant et bien aligné. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que les chats sont de nature contrariante et puis surtout parce qu'il y a infiniment plus de façons d'être en désordre que d'être bien ordonné. C'est cette idée qui fonde ce que l'on appelle la flèche du temps. Le temps semble avancer dans une seule direction, celle où l'entropie augmente. D'où l'expression, quand ma mère rentrait dans ma chambre et que j'étais ado, « Putain mec, ta chambre va pas se ranger toute seule, bouge-toi les couilles ou je t'envoie en pension pour longtemps, sale gosse, on dirait ton connard de père. » Enfin, en l'occurrence, là aussi c'était mieux dit, mais en substance c'est ça. C'est ce qui explique pourquoi un glaçon ne se reforme jamais en un beau dé après avoir fondu dans un verre qu'on partage avec un date, que le même verre ne redevient jamais spontanément un verre après avoir été brisé à la première dispute, et qu'aucun slip ne se range tout seul malgré ce que finira par dire votre mari au bout de 10 ans, contredisant du même coup et une fois de plus sa pauvre mère. Ce principe est tellement fondamental qu'il a des implications cosmiques. L'univers lui-même suit cette loi. Au fur et à mesure qu'il évolue, il devient de plus en plus anthropique. Ces étoiles s'éteignent, s'éloignent et se dirigent lentement mais sûrement vers un état de mort thermique. Un moment hypothétique où toute l'énergie sera uniformément répartie, empêchant toute transformation future. Alors il y a d'autres théories que cette mort annoncée, je sais, mais permettez-moi juste de les citer parce qu'on n'a pas trop le temps. Le grand rebond. Voilà, je les ai cités, passons. Bref encore, Boltzmann ne se contentait pas de décrire pourquoi le désordre augmente dans une chambre d'adolescents, il expliquait pourquoi l'univers entier suit cette même logique juvénile. Purée, si je puis m'énerver un tantinet, mais qu'il grandisse un peu l'univers, nom de Dieu. Bruce ? Oui. Tu es là ? Oui. Et maintenant ? Mais oui. Pourquoi tu ne me réponds pas? Mais je te réponds là, qu'est-ce que je fais? Je t'ai dit que j'étais là. Oui, mais pas au maintenant où je te l'ai demandé. Mais pas au moment où je... Mais bien sûr que si, bon sang, qu'est-ce que je fais là? Je te réponds maintenant. Maintenant? Oui, maintenant. Enfin, pas au maintenant de maintenant, au maintenant d'avant, au maintenant de tout à l'heure. Non, Bruce, je t'ai demandé « et maintenant ?» et tu as laissé passer le « maintenant » pour me répondre 2 secondes plus tard. Oh putain, mais le casse-burne, mais arrête de ressasser le passé comme ça, Gontran. Tu te fais du mal pour rien. Qu'est-ce que ça te change à toi si je te réponds après 2 secondes? C'est maintenant que j'avais besoin de toi, Bruce. Eh ben, j'ai fait au plus vite. Pardonne-moi. Je sais, je suis désolé, c'est pas toi, c'est moi. Bon, tu sais quoi? C'est fini, voilà. À partir de maintenant, quand tu auras besoin de moi maintenant, je serai là pour toi maintenant. Merci, Bruce. Il faudra juste à chaque fois que tu me laisses 2 secondes. Le temps passe, tout le monde est d'accord.
C'est même la seule chose sur laquelle on arrive à s'entendre en famille ou sur X. Mais existe-t-il vraiment? Ça, c'est une autre affaire. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans votre canapé dégueulasse de chips, de bave de chien et d'auréoles conjugales. Vous regardez la fin d'une émission aussi fascinante qu'un mur qui sèche. Disons, quelle époque, pour rester à la fois dans le thème et dans le scientifiquement éprouvé. À un moment donné, quand Léa Salamé dit à quel point elle nous est reconnaissante de suivre son émission où elle et De Chavannes ne laissent plus parler personne plus de 6 secondes depuis 3 saisons, sauf si cette personne vient pleurer dans le poste parce qu'elle a été la victime de quelque chose, mais on s'en fout, l'essentiel est qu'elle ait été victime, vous prenez conscience de l'instant présent. Vous êtes là, vous respirez, vous sortez de votre torpeur, le générique défile, ça, c'est maintenant. Mais sitôt que vous avez pensé maintenant, ce maintenant est devenu le passé. Et le nouveau maintenant que vous percevez déjà est en train de vous filer entre les doigts. Bon sang, mais où est donc maintenant, vous demandez-vous, parce que vous avez de toute façon renoncé depuis longtemps à dénicher Ornicard. Ne riez pas, cette question a occupé les plus grands cerveaux de l'histoire qui n'avaient que ça à foutre. Et si personne n'a encore trouvé de réponse définitive, c'est bien parce que le temps, en tant que réalité objective, pourrait ne pas exister du tout. Henri Bergson, né en 1859 et mort en 1941, sans doute pour faire culpabiliser l'occupant nazi de son antisémitisme, était un philosophe français amateur de paradoxes et également membre de tout un tas d'académies ronflantes. Ce mec, qui avait une certaine dent contre la science moderne et sa manie de tout vouloir mesurer, pensait que le temps physique, celui des horloges et des calendriers, était une aberration et que le véritable temps, le seul qui compte vraiment, était le temps vécu, ce qu'il appelait la durée réelle. En clair, il y a une différence entre le temps objectif, celui qui dit que quelle époque dure exactement 1h57, et le temps subjectif, celui qui dit que ça a paru durer 3 ans et demi. Bergson affirme que nous ne vivons pas le temps comme une série d'instants figés, mais comme une continuité fluide. Le passé, le présent et le futur sont entremêlés et l'instant présent est insaisissable. Il est toujours en train de devenir autre chose. C'est ce qu'il appelle le flux de conscience, parce que cogito ergo sum, c'était déjà pris. Autrement dit, vouloir mesurer le temps, c'est comme vouloir mettre une rivière en bouteille. Vous pouvez capturer un peu d'eau, mais ce n'est plus une rivière, c'est juste un peu d'eau dans une bouteille, et parfois à des prix scandaleux, notamment Vittel, chez Carrefour. La physique moderne, elle, se contrefiche des pensées de Bergson, qui a l'air de se masturber avec le calendrier des postes. Pour elle, le temps se mesure au contraire, se quantifie et se découpe en morceaux bien nets, comme un saucisson de Planck même. Max Planck, né en 1858 et mort en 1947, sans doute pour protester contre le plan de partage de la Palestine, était, parce qu'il faut bien que je vous dise, un physicien allemand. Fondateur de la physique quantique et du mess des officiers, où les troufions qui servent les huiles décorées sont communément appelés planqués. En 1900, il découvre que l'énergie est émise sous forme de quanta, révolutionnant ainsi la science. Alors je ne vois d'ailleurs pas pourquoi, moi aussi je suis quanta, j'en fais pas tout un fromage. T'es quoi? Quanta. Panda? Non, pas cette fois, j'ai retenu la leçon. Fanta? Non. Lambda? Oui, ça aussi, mais non. Niki Loda? Non. Panda, alors? Mais non que je t'ai dit. Quinca? Non. Oui, si, c'est ça. Je suis tellement fatigué. Eh bien voilà, je suis donc quinca et j'en fais pas tout un fromage. Bon, en même temps, je me rends compte que ça n'a plus rien à voir, mais quand même. Reprenons donc. Planck reçoit le prix Nobel de physique en 1918. Son nom reste associé à la constante de Planck, au temps de Planck et à la longueur de Planck dont sa femme se plaignait beaucoup. Le bougre établit que l'univers fonctionne par petits sauts infinitésimaux plutôt que de manière continue. Son idée, il existe une plus petite unité de temps en deçà de laquelle le concept même de temps n'a plus de sens.
À cette échelle extrême, le temps cesse d'être une variable continue et devient un simple paramètre émergent de la physique quantique. En dessous du temps de Planck, les notions classiques de passé, présent et futur n'ont plus de signification car les fluctuations quantiques deviennent si intenses qu'aucune mesure temporelle cohérente ne peut être définie. Bref, ce temps de Planck est d'environ 10 exposant moins 44 secondes. Pour mettre ça en perspective, si on divisait une seconde en autant de morceaux qu'il y a de secondes depuis le Big Bang, environ 13,8 milliards d'années, je le rappelle, on n'atteindrait toujours pas cette échelle. Et je vous rassure, je ne comprends pas non plus. Un jour, je demanderai à Obian ou alors à Tricotine. Mais j'ai bien peur qu'après ce soit pire et qu'on m'accuse encore de n'avoir pas lu je ne sais quoi. Bon, vous savez quoi? On va leur demander quand même. Y a quelqu'un? Alors écoute mon petit gars, la patronne, si tu la réveilles, c'est pas moi qui vais ramasser tes ratiches. Alors, si t'as un minimum de respect pour ta mâchoire, tu laisses dormir la taulière. Ah non Sébastien, mais pas du tout, je voulais parler à Obian. Enfin, s'il était chez moi, je serais déjà au courant, parce que Tricotine, bon, c'est pas du genre à envoyer les faire-part, mais pour ce qui est de dégager les indésirables, elle a son petit talent. Alors crois-moi, elle aurait déjà fait le ménage. Oh, je suis désolé. Oh, bah y a pas de mal. Ok, bon. Obian, t'es là? Oui, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais que tu nous expliques le temps de Planck, parce que moi, je m'en sors pas. Ben, je dirais que ça dépend de combien de temps les suspects restent sur place. Comment ça? Ben, le temps de Planck. Je suis tellement fatigué. Mais oui, ça va, j'avais compris. Bon, le temps de Planck découle de ce que tu as déjà dit tout à l'heure, à savoir la distance de Planck. Pour expliquer la distance de Planck, prenons 1 cm. Si vous ne voyez pas ce que c'est, demandez à PH, lui, il sait très bien ce que ça représente. Et bien du coup, notre centimètre, je peux le diviser, on va dire, en 10 mm. On aura donc 10 portions de 1 mm. Mais mon millimètre, si je zoome un peu, on se rend compte que je peux encore le diviser comme j'ai divisé mon centimètre. On peut encore le diviser en 10. Et cette démarche, on peut la faire un nombre incalculable de fois. Et oui, effectivement, la distance est continue. Enfin, continue. Jusqu'à un certain point. Parce que si on zoome jusqu'à la distance de Planck, à ce moment-là, la distance devient quantifiée. Elle a des valeurs qu'on dit discrètes. Et cette valeur de longueur indivisible, elle est d'environ 1,6 × 10⁻35 mètres. C'est ça la longueur de Planck. Et donc, pour répondre à ta question, Gontran, le temps de Planck, c'est le temps que va mettre un photon à parcourir la distance de Planck. Il en découle donc un temps de Planck à environ 10⁻44 secondes. Merci Obian. Du coup, pourquoi est-ce si important de considérer avec déférence le temps de Planck? Eh bien parce que cela suggère que le temps, au fond, pourrait être une illusion, une construction émergente d'une réalité sous-jacente plus profonde. Ce qui n'est pas sans rappeler Bergson finalement, sauf que Planck a fait des calculs alors que Bergson s'est contenté, comme moi, de faire dans la pensée séduisante, juste parce qu'elle est bien dite. Connard de philosophe. Et puis d'autres approches scientifiques existent, par exemple Julian Barbour, quoi. Julian Barbour, né en 1937 et pas encore vraiment mort, sans doute à cause d'un mauvais plan obsèque, physicien théoricien de talent, a, dans son ouvrage The End of Time, défendu l'idée d'un univers bloc où passé, présent et futur coexistent déjà et où l'écoulement du temps n'est qu'une illusion de notre perception. Selon cette vision, si le temps n'existait pas par décret de Trump ou par consensus scientifique, bien des problèmes mathématiques pourraient être réglés. En supprimant la variable temporelle, de nombreuses équations complexes liées à la dynamique de l'univers pourraient alors être reformulées sous un prisme purement spatial, rendant certaines questions de la physique théorique plus simples à appréhender. Cela reviendrait à concevoir l'univers comme un gigantesque bloc immuable où tout est déjà inscrit, rendant caduques nos préoccupations sur le passé, le présent et le futur. Ainsi, j'aurais beau me démener, brûler des cierges à Saint-Rita ou m'inscrire sur des sites de rencontres dans l'espoir de dénicher une femme multitâche, si ce n'est pas inscrit dans le fameux bloc que je rencontrerai quelqu'un, ça ne se passera pas. Le temps n'est donc pas une réalité physique, mais un effet de notre conscience qui s'accrocherait à une séquence d'instants figés. Alors mythique, puisque je lui faisais part de mon peu d'espoir d'avoir du succès suite à la lecture de l'intégrale des œuvres de Julian Barbour, mythique donc m'a répondu ceci. Cette hypothèse, celle de Julian Barbour donc, repose principalement sur une analyse mathématique de la relativité générale, cher Gontran H, et non sur des expériences directes.
N'hésitez pas à vous réabonner, rien n'est écrit, c'est des bobards frustrés en tablier blanc avec des cheveux. De plus, ça voudrait dire qu'on pourrait remonter le temps, ce qui contredit notre intuition de la causalité, où les causes précèdent toujours les effets. Vous êtes bien au-dessus de ça, cher Gontran H, cliquez ici pour payer avec PayPal. Carlo Rovelli, quant à lui, physicien, théoricien et spécialiste de la gravité quantique, ce qui, avec pompier et astronaute, fait partie des métiers les plus prisés des ménagères de moins de 50 ans qui rêvent de grands espaces, de chien-chien à sa mémère et de petits bijoux, remet en question l'existence même du temps. Dans son livre « Et si le temps n'existait pas », Carlo Rovelli propose une idée surprenante « Et si le temps n'existait pas ?» Oui, mais d'ailleurs, c'est le titre du bouquin. Hein. Mais purée, mais c'est quoi cette façon de donner le contenu d'un livre ou d'un film dans son titre? Tiens, à propos, vous avez lu le roman de Gaston Leroux, là, Le mystère de la chambre jaune, mais c'était une mise en scène de l'intérieur? Et le film, là, Bienvenue chez les ch'tis, qui sont chouettes alors qu'au début, le mec veut pas quitter le Sud. Bon, selon Carlo Rovelli, qui n'a pas le sens du titre, ce qu'on perçoit comme le temps ne serait qu'un effet secondaire des interactions entre les particules. En d'autres termes, le temps ne serait pas une réalité fondamentale de l'univers, mais juste un outil pratique qui nous aide à organiser l'expérience du monde. Il base notre théorie sur la gravité quantique à boucle, une approche scientifique qui suggère que l'espace et le temps ne sont pas continus, mais faits de petites unités indivisibles, un peu comme les pixels d'un écran. Le problème, ces idées, bien que fascinantes, restent très difficiles à prouver avec nos moyens actuels. Mais alors, c'est quoi le temps ? Chacun, scientifique, horloger, apnéiste ou philosophe justement, a voulu et veut encore que son idée soit la plus plausible parmi toutes à propos du temps qui passe. Il en va de l'utilité de leur propre temps passé sur Terre à ces gens-là. Certes, ce n'est pas que les Enthoven se sont battus avec les Einstein, les grands bleus avec les montres Holzkern, mais reconnaissons que si les preuves arrivent derrière l'explication, ça finit de convaincre les plus savants, et s'il s'agit uniquement de prospective, ça remue plutôt les rêveurs, les romantiques, voire les New Age. Ainsi, ces visions du temps, celles dont je vous ai déjà causé, ouvrent de nouvelles perspectives fascinantes, mais reposent davantage sur des cadres mathématiques que sur des expériences vérifiables. Tandis que les autres, celles qui proviennent d'une profonde pensée de branleurs à chemise ouverte et cheveux au vent, ne tiennent souvent pas la route lors d'un simple débat contradictoire, surtout si d'autres penseurs sont invités aussi, avec un foulard autour du cou, eux, et un livre à promouvoir. Bref, nous voilà bien avancés, le temps pourrait être une illusion cognitive, une construction mathématique ou simplement un truc qu'on ressent mais qui n'existe pas vraiment. De toute façon, qu'est-ce qu'on y connaît, nous, pauvres mortels, pétris de certitude et de YouPorn? Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies de savoir que le temps est unidirectionnel, qu'il varie en fonction de la vitesse de notre véhicule ou qu'il se découpe en images fixes? Est-ce que c'est ça qui nous rendra notre enfant fâché, qui nous ramènera dans le ventre de notre mère ou nous remettra dans les bras de celle qui aujourd'hui en aime un autre? Pardon de le dire comme ça, mais on n'a pas besoin de comprendre le temps pour arriver au boulot dans les délais impartis, arriver premier dans un cœur, trouver les toilettes en se tenant la vessie ou finir un coït avant que l'autre ne change d'avis. Voilà, tout ça n'a servi à rien, sauf si vous décidez de participer à un jeu télévisé de culture générale où on vous demandera de citer Planck. Le temps se découpe peut-être en tranches plus ou moins fines qu'on sert à l'apéro de notre dîner existentiel, mais aussi, et j'en ai déjà parlé, entre la poire et le fromage, il nous semble plus ou moins long en fonction de la situation qu'on vit. L'illusion du temps lent en cas de danger, pour prendre un cas concret. Lorsque survient un événement brutal, une chute, un accident ou une rencontre inopinée avec un contrôleur de bus, notre cerveau semble activer un mode ralenti. Si, et on peut en faire l'expérience. Prenez un pont par exemple, un beau pont, n'est-ce pas, pas un pont tout net de village, non, un pont qui en impose, genre de Tancarville ou de Millau. Enjambez le parapet maintenant et jetez-vous dans le vide. Vous sentez comme ça ralentit votre vision de l'écoulement du temps? Bon, maintenant revenez vous asseoir
Je vais vous expliquer. En réalité, l'adrénaline libérée par le stress aigu améliore notre vigilance et renforce la formation de souvenirs. Plutôt que d'enregistrer davantage d'images par seconde, notre cerveau encode plus de détails, notamment visuels. C'est cette richesse de l'information mémorielle qui, lors du rappel de l'événement, donne l'impression que le temps s'est étiré, comme l'a démontré le neuroscientifique David Eagleman dans ses recherches sur la perception du temps en situation de stress. David Eagleman, né en 1971 et pas encore mort, sans doute par flemme, est un neuroscientifique américain spécialisé dans l'étude de la perception du temps, de la conscience et du fonctionnement du cerveau. Professeur à l'université Stanford, il est également un auteur reconnu de vulgarisation scientifique. Son travail explore notamment la manière dont notre cerveau construit notre perception du monde et il a mené des recherches sur la distorsion temporelle en cas de stress intense. Bonjour. À travers des expériences, il a démontré que lorsque nous sommes en situation de danger, notre cerveau enregistre plus de détails par seconde, nous donnant l'illusion que le temps ralentit. Une théorie étayée d'ailleurs par des expériences en laboratoire et sur le terrain. Ce qui explique pourquoi nous pouvons nous souvenir avec précision du vol plané de notre téléphone portable dans l'eau du lac où nous passions nos vacances, mais sommes incapables de nous rappeler ce que diable nous sommes venus faire dans la cuisine. Ah oui, juste, ah ben non, ah si, le décapsuleur. Et bien entendu, parce qu'il n'y a pas de raison que non, dans d'autres contextes, le temps semble s'accélérer. L'explication, parce qu'il y en a une, se trouve dans deux zones clés du cerveau, l'hippocampe et le striatum. L'hippocampe, qui joue un rôle essentiel dans la formation des souvenirs et l'organisation spatiale, enregistre plus d'informations nouvelles quand nous vivons des expériences inédites, ce qui donne l'impression que le temps s'étire. Le striatum, lui, agit comme une sorte de chronomètre interne, notamment pour les courtes durées. Enfant, chaque journée est une aventure pleine de premières fois. Apprendre à lire, découvrir le goût d'un bonbon inconnu, essayer de comprendre pourquoi les adultes s'acharnent à dire que tu comprendras quand tu seras grand. Chaque nouveauté grave des souvenirs marquants dans notre mémoire et les échéances créent l'attente qui, comme chacun sait, font le temps long. En revanche, une fois adulte, les journées se fondent dans une routine où chaque matin ressemble au précédent. Surtout chez mon patron qui, la dernière fois qu'il a fait un truc inédit, c'était de me dire bonjour en arrivant au bureau. Résultat, le cerveau compresse l'information et rétrospectivement, le temps semble s'accélérer. Et cette accélération, si on y prend garde, est exponentielle, d'autant plus qu'on s'enferme chez soi après l'adolescence pour n'en sortir que le week-end et ne surtout pas prendre le risque de la nouveauté. David Eagleman explique justement que notre perception du temps dépend directement de notre exposition à l'innovation. C'est pourquoi un trajet en voiture vers un lieu inconnu paraît toujours plus long que le retour, même si la distance est identique. L'explication scientifique est simple. À l'aller, le cerveau emmagasine de nouvelles informations sur l'environnement. Au retour, il ne fait que recycler celles qu'il a déjà traitées. Et puis surtout, l'échéance de l'aller n'existe plus. Voilà ce que j'avais à dire sur le temps à travers la science. Non, sur le temps dans la science. Non, sur le temps, sur la science. Non, ben non. Non, c'est sur le temps, mais c'est dans la science. Hein. Avec le temps? Non, ça c'est Léo Ferré, le frère de Marc Lavoie, hein, Lavoie-Ferré. Non, c'est bien sur le temps dans la science. Je pense que c'est bon. Voilà de toute façon ce que j'avais choisi de vous dire à ce sujet. Je suis certain que vous trouverez des chaînes chouettes qui vous en parleront encore plus en long, voire encore plus en large que la mienne. Moi-même, je pourrais faire une vidéo de 20 heures sur le sujet, mais bizarrement, je sens que vous n'avez pas ce temps à perdre. Notre temps à tous est compté. Je prends moi-même sur mes heures de sommeil pour vous pondre cette vidéo qui fera date un jour dans les semaines qui viennent. Ah non, je voulais encore vous parler de quelque chose de plus ou moins scientifique. Pourquoi avons-nous l'impression que c'était mieux avant?
Pourquoi une histoire d'amour de 22 ans nous apparaît 7 ans plus tard comme idyllique, alors qu'elle fut jonchée d'écueils, de disputes et d'ennuis, surtout les 10 dernières années? Eh bien, et forcément, c'est la faute à notre mémoire, cette petite manipulatrice. Daniel Kahneman, né en 1934 et mort en 2024, sans doute pour ne pas voir Trump accéder de nouveau aux plus hautes fonctions mondiales, était un psychologue et économiste israélo-américain, célèbre pour ses travaux sur la psychologie cognitive, la prise de décision et les biais cognitifs. Il fut notamment prix Nobel d'économie en 2002, ce qui ne nous rajeunit pas. Eh bien, il a révolutionné la compréhension des comportements humains en montrant comment nos décisions sont souvent influencées par des raccourcis mentaux irrationnels plutôt que par une logique pure. Il détaille comment notre cerveau fonctionne en 2 modes, un système rapide et intuitif qui prend des décisions immédiates et un système plus lent et réfléchi qui analyse en profondeur. Ces recherches ont eu un impact majeur dans des domaines aussi variés que la finance, la politique et le marketing et restent une référence incontournable pour comprendre pourquoi nous prenons certaines décisions, parfois absurdes. Ah, Gontran, tant que je te tiens. Calme-toi, hein, Yann, c'est une chaîne convenable ici. Hein. Oui, mais non, justement, tu vas voir, j'ai pris une décision qui est pas du tout absurde, au contraire. Je pense même que ça va te plaire. Tu m'en diras tant. Eh bah ouais, ma petite poule. Écoute, tu vas être étonné. Quoi, tu as trouvé les gros mots encore plus dégueulasses que d'habitude? Eh ben non, au contraire, je te dis, figure-toi que j'ai décidé de ne plus dire un seul gros mot. Terminé. Fini, terminé, plus rien, plus le moindre gros mot, les gars. Que dalle, nada. Je deviens à partir d'aujourd'hui ce qu'on appelle le gendre idéal, le Vianney de YouTube, l'Amir de la vidéo, le Michel Drucker de la vanne convenable. Je deviens lisse et approprié. Vous ne me prendrez plus jamais en défaut de politesse. Je redeviens aimable. Plus un gros mot. Non, plus un seul, fini, je te dis. Tu n'as pas peur de perdre ton audience, là? Les gens, ils te regardent pour ça, Yann. Oh, le con de ta race, de la putain de ta mère, t'as raison. Oh, quel trou du cul de con de merde, de raclure de bidet je fais, moi. Ouf, il m'a fait peur, le con. Bon, Daniel Kahneman a mis en évidence un biais bien connu, la peak and rule. En résumé, notre cerveau ne retient pas une expérience dans son ensemble, mais principalement son apogée émotionnel et sa conclusion. C'est pourquoi, quand on est bêtement supporter des Bleus, on se souvient de l'été 2018 comme de la meilleure période de notre vie, alors que si les Diables Rouges sont bien légitimement dans nos cœurs de supporters raisonnables, on trouve qu'on aurait dû gagner en demi-finale parce qu'on était les meilleurs. Ohé, 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 we are the champion et toutes ces sortes de choses. Notre cerveau ne s'embarrasse pas des détails ennuyeux. Il embellit, il filtre, il supprime les moments fades. Elisabeth Loftus, née en 1944 et morte dans pas longtemps, sans doute parce qu'elle est vieille, est une psychologue cognitive américaine mondialement connue pour ses recherches sur la mémoire et ses distorsions. On pourrait croire que la distorsion de la mémoire, c'est quand votre conjointe vous rappelle que le 12 avril 1985, vous avez interminablement regardé une nana lors de la soirée chez les Durand. Non seulement c'est de la fameuse mémoire, mais aussi donc c'est fameusement tordu. On pourrait croire que c'est ça, mais en fait non. Ça c'est juste de la perversité. Elisabeth Loftus a plutôt consacré sa carrière à démontrer à quel point nos souvenirs sont malléables et susceptibles d'être influencés, modifiés, voire complètement fabriqués en fonction de notre humeur générale ou de nos ressentis. Ainsi, vous avez bien regardé la donzelle chez les Durand, mais c'était pendant 2 secondes, et parce que vous aviez pensé qu'il s'agissait de la femme d'un collègue, mais en fait non, la femme de votre collègue était blonde, celle-ci était rousse. Des personnes peuvent dès lors être amenées à se souvenir d'événements qui ne se sont jamais produits, simplement en raison de suggestions ou de l'influence d'autrui. Un travail qui a eu un impact majeur dans le domaine judiciaire, car il a remis en question la fiabilité des témoignages oculaires, en montrant que notre mémoire n'est pas une caméra enregistrant fidèlement les faits, mais un mécanisme en perpétuelle reconstruction. Nous allons essayer de reconstituer le visage de Fantomas tel que vous l'avez vu. Ah oui, là, sans aucun doute. Et puis plus grosse. C'est ça, une bouche cruelle. Ah non, c'est pas ça du tout, son regard était plus sadique.
tout à fait cette expression de brute dégénéré. En clair, la nostalgie n'est pas une machine à remonter le temps, mais une version éditée de notre passé, soigneusement montée par notre cerveau pour nous donner l'illusion que tout était plus beau, plus simple, et surtout que nous étions jeunes et pleins d'espoir. Où est le canal le plus proche, s'il vous plaît? C'est pour mijoter. D'abord, il y eut le soleil, c'était pratique, il se levait, il se couchait, et entre les deux, on essayait de ne pas mourir de froid ou de faim. Le rythme naturel, quoi. Puis un jour, un type particulièrement ennuyeux a décidé qu'on pouvait compter tout ça. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Les Égyptiens ont été parmi les premiers à s'amuser avec l'idée de découper la journée en heures grâce au cadran solaire. Bon, problème, ça ne marche que quand il y a du soleil. Les Inuits et autres pingouins ne leur disent pas merci. C'est un détail, mais c'est embêtant. Les Romains ont poursuivi l'idée en ajoutant des cloches et en imposant des horaires fixes dans leur ville. Résultat, l'heure du bain collectif était connue de tous, ce qui aurait fait de moi un retardataire. J'ai horreur de partager mon eau de baignade. D'ailleurs, j'ai un arrangement avec la maréchaussée des plages quand je veux me tremper les miches. Le drapeau rouge est mis partout en Europe pour éviter que je rencontrasse la plèbe et ses sécrétions de toutes sortes. Puis vinrent les horloges mécaniques au Moyen-Âge, notamment dans les monastères où les moines avaient une obsession maladive pour le découpage du temps. Prière, travail, prière, sommeil, prière, du lit spartiate à la table spartiate, de la table spartiate à la chair spartiate et de la chair spartiate au lit spartiate. Non content de s'ennuyer ferme, il voulait aussi sentir le poids du tic-tac désolant les menant au paradis. Autant dire que les festivités monastiques, c'était de la rigueur suisse avant l'heure. Mais c'est vraiment avec la révolution industrielle que tout a basculé. Il ne s'agissait plus seulement de savoir quand prier, mais aussi et surtout quand travailler. Bonjour pointeuse, adieu veau, vache, cochon et libre arbitre. Si tu avais sommeil parce que ta nuit fut courte à concevoir ton 14e gosse ou à entendre le 13e brailler, il fallait quand même se rendre au turbin pour un salaire de misère, mais au moins on pouvait espérer vivre jusque 35 ans. Les rythmes de sommeil eux-mêmes étaient perturbés. Avant l'usine, on se levait durant la nuit pour manger, pour vivre, et la journée, entre deux sorties au champ, on faisait des siestes réparatrices. L'ère industrielle a cassé tout ça, cette espèce de douceur de vivre, toute relative, parce que faut pas déconner non plus, on mangeait aussi de la merde et on pondait des mioches à la chaîne donc. Et l'heure est devenue notre maîtresse impitoyable, carrée, artificielle, bien que calquée sur le rythme de la nature et du cosmos. Et des nuits de plus en plus chaotiques, corrigées par des médocs, parfois même vains. Avec le temps, on a même décidé de rationaliser le travail en le découpant en tâches chronométrées. Merci Taylor. Résultat, on a maximisé la productivité en transformant les ouvriers en robots avant même l'invention du robot. Aujourd'hui, tout est fait pour gagner du temps. Le taylorisme est partout. On a des machines à laver, des micro-ondes, des voitures rapides, des assistants vocaux qui nous disent quel temps il fait sans qu'on ait à regarder par la fenêtre. Et pourtant, où va tout ce temps gagné? À s'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil tant qu'il y en a? À donner des coups de pied à des pigeons idiots? À aller chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs? Non. Même pas. Le temps gagné disparaît corps et biens dans les réseaux sociaux et devant des séries qu'on enchaîne frénétiquement. L'occidental ne fait plus que ça, à tel point qu'on pourrait se demander s'il ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas penser justement au temps qui passe et qui va l'emmener jusqu'à la mort, dont on pensait avant qu'elle fût faite d'un paradis et qui ressemble aujourd'hui à l'enfer puisqu'on ne pourra plus y saisir notre téléphone. C'est le grand paradoxe. Plus nous optimisons notre emploi du temps, plus nous avons l'impression d'en manquer. Il y a une pression constante à être efficace, à optimiser chaque minute. Même les vacances deviennent un projet qu'il faut planifier au millimètre près sous peine d'échec existentiel. Autrefois encore, vous savez, quand c'était mieux avant, le loisir était simple. On s'asseyait sous un arbre, on regardait le ciel, à la limite, on y trouvait une quelconque loi de la gravitation universelle, on allait pêcher, au théâtre, on jouait aux cartes, on se mariait aussi, on faisait sa grande communion, et on se disait que la vie était douce, ou que l'orage arrivait en quel cas il fallait courir
mourir. Je sais que le tableau est sans doute plus idyllique qu'en vrai, mais a-t-on toujours tort de dire que c'était mieux avant? Si ça se trouve, c'était réellement mieux avant. On n'y était pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, même nos loisirs sont soumis à une logique de rentabilité ou à tout le moins de résultats. Il faut faire du sport pour être performant, lire des livres inspirants, battre son petit record au jogging, pâtisser pour qu'Etchebest soit content, presque avoir un hobby monétisable. Le temps, c'est de l'argent, n'a jamais été aussi beau de justesse qu'au XXIe siècle. Le pire est qu'on culpabilise dès qu'on ne fait rien. Flâner est devenu suspect. Tout doit avoir un but, même se détendre. La fois dernière, mon application sportive a eu ce mot qui me ferait rire s'il ne me faisait pas pleurer. Attention, ne tardez plus. Il est temps de vous relaxer. Nous avons transformé le temps en une marchandise et nous sommes nous-mêmes enfermés dans cette prison horaire. L'être humain est une créature étrange. Il sait qu'il va mourir et il trouve ça moyen. Pas que ce soit une surprise, dès qu'il commence à comprendre le concept du temps, il saisit aussi que chaque tic-tac l'amène un peu plus près du grand silence. Et contrairement à son chat qui n'en a strictement rien à foutre tant qu'il a des croquettes, l'humain, lui, a besoin de donner du sens à tout ça. Pourquoi en effet l'être humain est la seule créature qui sait qu'elle va mourir ? Certains comportements animaux montrent que certains d'entre eux ont conscience par moments d'une fin de vie d'un congénère ou de la leur, mais il semble que l'humain seul soit capable de crises existentielles. La preuve, diraient les princes de l'à peu près, si les girafes avaient conscience de leur propre fin, elles passeraient probablement moins de temps à mâcher nonchalamment des feuilles d'acacia et plus de temps à rédiger des manifestes sur la vanité de l'existence. Mais non, elles sont peinardes, elles. L'humain projette, la girafe profite. Il se souvient du passé, elle se souvient qu'un arbre, hier, lui a ouvert l'appétit à 300 mètres d'ici. Il anticipe l'avenir, elle se dit que demain est un autre jour. Et donc, l'homme, et la femme, n'ayons pas peur des mots, comprend que son avenir personnel inclut une fin. Et tant qu'il y pense, c'est qu'elle est située dans le futur, la dite fin. D'où une multitude de stratégies de défense psychologique dont les principales sont le déni, dont le principe consiste à dire que ce n'est pas pour tout de suite et que tais-toi avec ça par pitié, la crise de la quarantaine avec son lot de « je vais acheter une moto et séduire les plus jeunes, ça va bien se passer », et bien sûr la fameuse obsession du bien-être et sa litanie de « avec le yoga et mes 12 litres de jus détox par jour, je vais durer 150 ans ». Puisque l'idée d'un arrêt brutal et définitif n'a jamais emballé grand monde, les religions sont également venues proposer une version alternative, un palliatif. Après la mort, il y a autre chose, disent-elles. Et certaines ajoutent qu'il y aura des vierges en pagaille, des rivières de miel et des montagnes d'or, ce qui ne sert strictement à rien, mais ça semble plaire aux cons. Le problème, c'est que les religions de tout poil ne sont pas exactement d'accord sur ce qu'est le trépas, ce qui impose qu'on ne s'y retrouve pas toujours et qu'on ne sait quelle solution improbable choisir. Les chrétiens, les musulmans et des tas d'autres membres de religions alternatives misent sur la vie éternelle au paradis ou en enfer, selon le niveau de conneries accumulées. Tandis que les bouddhistes optent pour un recyclage illimité via la réincarnation jusqu'à l'obtention du package éveil en version premium. Non, vivement la mort, ça a l'air chouette. Et ces promesses ont bien fonctionné pendant des siècles pour calmer l'angoisse existentielle. Mais à l'ère moderne, un certain nombre de gens préfèrent miser sur la science. Rappelons pour les plus zététiciens que la science, c'est cette discipline qui consiste à dire que l'homéopathie ne marche pas, alors que la fois dernière, je n'avais rien, j'ai pris 3 gélules de Nux vomica et après, je n'avais rien non plus. Et donc, ces gens-là, et en tout cas 500 d'entre eux, ont été jusqu'à se faire cryogéniser, et c'est un miracle que je sache le dire du premier coup, sans que ma fourche ne langue. La cryogénisation, waouh, c'est un peu le dernier espoir des gens qui ont trop regardé Futurama. L'idée est simple, mourir, se faire congeler en attendant que la science trouve un moyen de nous réanimer et nous guérir de la maladie ou de la vieillesse qui nous a fait passer de l'autre côté, puis revenir en pleine forme dans un futur où les overboards magnétiques existent vraiment.
Personne ne sait si ça marchera. L'humanité sait décongeler une pizza, mais un cerveau, moins sûr. Et puis, imaginons que ça fonctionne. Vous, parce que très peu pour moi, merci, vous réveillerez en 2450. Le monde aura changé. Plus personne ne parlera votre langue et votre playlist Spotify sera totalement obsolète, voire fermée pour cause de non-paiement. Vous découvrirez aussi que l'humanité a évolué, que la mode est au transhumanisme. Vous serez là, avec votre vieux cerveau du 21e siècle, dans un monde de cyborgs. Bonne ambiance, hein? Vous réaliserez enfin que vous avez été réanimé par une société privée qui, techniquement, vous possédera. Vous serez maintenant une antiquité vivante qu'on expose dans un musée. Ça fait réfléchir, non? Parfois, accepter la mort, c'est peut-être plus simple. Puisque la mort est inévitable, sauf si une technologie encore inconnue vient tout chambouler, mais on ne va pas trop miser dessus. Il reste une question cruciale. Comment vivre avec cette information sans sombrer dans l'angoisse existentielle tous les matins sous la douche? Carpe diem est la phrase que tout le monde cite pour justifier à peu près n'importe quoi. Mais Horace, le poète romain qui l'a popularisé, ne disait pas « fais n'importe quoi maintenant et crame ta carte Visa sur des vacances à Bali sans penser à l'environnement ni à ce que tu vas laisser à tes gosses ». Il disait plutôt « profite du moment présent car l'avenir est incertain ». La nuance est subtile. Il ne s'agit pas de tout envoyer valser en causant du tort aux autres et à la planète, mais de ne pas trop s'inquiéter du futur puisque de toute façon, on n'a aucun contrôle dessus. C'est une philosophie sage, aujourd'hui pervertie par Instagram et ses influenceurs qui vantent l'idée que profiter signifie poster des photos en bord de mer en riant tant que le cliché se fait et tirant la gueule juste après, ou alors de son repas au resto ou de son dog français qui est con et qui pue de la gueule, mais qui montre au monde qu'on a une vie super bien remplie, bande de jaloux. En vrai, profiter du moment, ça peut être aussi simple que savourer son café du matin sans stresser pour la réunion de 14 heures, de ralentir le rythme et d'aller sonner chez un ami avec qui on se doit de renouer parce qu'il sera bien vite trop tard. Je me souviens d'une publicité ou plutôt d'un message à caractère informatif qui passait sur les chaînes belges dans les années 2010 par là. On y voyait un enfant geindre qu'il s'ennuyait un jour de pluie. Papa, je m'ennuie. Laissons une petite place à l'ennui. Il n'y a pas qu'à prendre. Je me souviens qu'en regardant ça, je me faisais la réflexion suivante. Ralentir est un luxe moderne, une nécessité même. Sans l'ennui, l'imagination ne travaille pas. Sans l'ennui, et donc en remplissant chaque seconde de contenu prémâché, on ne peut faire que du lavoisier. Rien ne se perd plus, rien ne se crée plus, tout se transforme. L'ennui seul, ne rien faire en tout cas, peut nous permettre de créer, de forcer son imagination, de façonner le futur à la façon qui nous rend le plus heureux. Il fut un temps où l'ennui était une activité courante. Vous n'avez pas cette impression comme moi qu'aujourd'hui l'ennui est perçu comme un échec? Si on n'est pas productif, connecté ou stimulé en permanence, on donne l'impression de perdre du temps, voire d'être un branleur de premier ordre. Pourtant, c'est justement dans ces moments de vide que naissent les meilleures idées. Einstein avait ses révélations en rêvassant, Descartes a pondu son cogito dans son lit, et combien d'innovations et d'œuvres d'art sont venues de quelqu'un qui fixait le mur en mode paupières mi-closes. Alors plutôt que de paniquer dès qu'il a 5 minutes sans stimulation, l'être humain devrait essayer d'accepter l'ennui, de laisser son esprit vagabonder. Certes, il y a des moments où l'on panique tout de même en réalisant qu'on a laissé passer une grosse partie de son existence à se reposer, à se dire que le bonheur viendrait sans doute demain. Mais le bonheur, c'est toujours pour demain. Le bonheur, on ne sait même pas s'il est dans le mouvement ou dans la contemplation, justement. Personne ne le sait parce que ça dépend de qui on est, des circonstances et des objectifs. Le bonheur est toujours pour demain parce qu'on est des éternels insatisfaits. Déjà 20, 30 ou 40 ans qu'on écoutait Camaro ou de la New Wave. Notre histoire, c'est de l'histoire ancienne. On l'a passé à préparer l'avenir et cet avenir, ce n'est toujours pas aujourd'hui. Excepté pour les gens qui voulaient juste, étant jeunes, se marier, avoir 2 enfants et construire leur maison. Ceux-là sont désormais heureux en attendant la mort. En tout cas, ils n'y pensent pas. Ils étaient tellement persuadés que le bonheur, c'était de réaliser ce plan bien carré, qu'aujourd'hui, ils doivent sans doute être heureux.
de facto. Et on ne vaut pas mieux qu'eux, hein. C'est juste qu'on a rempli notre vie avec ce qu'on croit être quelque chose de mieux, de plus qualitatif. Mais la vérité, c'est que rien ne sert à rien dans l'univers, disait Laurent Voulzy. Comme il y a une reine dans Angleterre, rien ne sert à rien dans l'univers. Qu'on passe ses dimanches à classer sa collection de timbres et manger de la tarte aux fraises, ou qu'on écrive des textes bien sentis et qu'on cultive un humour glacé et sophistiqué, on crève quand même au bout du chemin. Tout le monde est dans le même bateau. La seule différence, c'est comment on choisit de naviguer. Alors on peut soit se morfondre sur le fait que la jeunesse s'éloigne et que tout fout le camp, soit se rappeler qu'on est encore là et que tant que le sablier coule, autant en profiter. Ce fameux verbe « en profiter » qui jalonne 99% des profils des sites de rencontres, des personnes qui, au-delà de 50 ans, se retrouvent seules et voient la fin arriver à grands pas. Et si jamais l'angoisse revient, il y a toujours une solution simple. Regarder un enfant dormir. Son temps est potentiellement intact et infini. Il est tard maintenant, autant pour moi que pour les très jeunes d'ailleurs. Bien sûr, pas sur l'horloge, ce n'est qu'un artifice dérisoire conçu pour illustrer quelque chose qui n'existe peut-être pas, pour nous donner l'illusion du contrôle. Mais il est tard, dans cette sensation diffuse que le temps laisse derrière lui, un sillage mélancolique, comme l'ombre portée d'une lumière qui s'éloigne. Car tout a été dit, ou presque, sur le temps, sur son caprice, sur son injustice mesquine et sur cette manière singulière qu'il a de nous laisser croire que nous l'apprivoisons alors que nous n'en sommes que le bétail résigné. Ce n'est pas tant la peur de la mort qui étreint que la conscience du temps perdu. Ce que nous avons laissé derrière nous, les moments où nous aurions dû oser, dire, être, les instants qui s'effacent comme des graffitis sur un mur trop exposé au vent, aux averses et à l'usure des jours. On aimerait en sauver quelques-uns, les figer, leur interdire de s'éroder, mais à quoi bon? L'instant qu'on retient devient un instant fossile, une illusion de permanence pour qui refuse l'évidence. Rien ne dure, tout disparaît, et nous avec. Les philosophes auront beau disserter sur la nature du temps, sa relativité, sa courbure, son essence même. Rien ne changera cette réalité implacable. Nous sommes condamnés à nous consumer, comme de pauvres cierges qui s'acharnent à brûler plus fort au moment où leur cire touche à sa fin. Alors on court après une jeunesse qu'on sait condamner, on cherche la beauté dans des reflets trop flatteurs, on se gorge de vitamines et de postures optimistes, en feignant d'ignorer que le sablier a déjà été retourné et que chaque grain qui s'écoule est un grain qu'on ne rattrapera jamais. L'entropie est aussi dans les horloges. Il y avait pourtant dans l'enfance cette manière magique qu'avait le temps de s'étirer, comme une pâte qu'on malaxe, souple et docile. Une journée d'été pouvait contenir 1000 aventures, une après-midi pluvieuse se transformait en épopée de draps et de forteresses improvisées. Le matin était une promesse, la nuit un mystère, et chaque minute sonnait à la porte ouverte d'une infinité de possibles. Puis, sans qu'on sache vraiment pourquoi, le temps s'est mis à accélérer. Les années ont commencé à défiler, vous savez, à la manière des phares qu'on regarde depuis un train lancé à toute allure. On cligne des yeux et l'on se retrouve à cet âge où l'on commence à dire des choses comme « C'était il y a déjà 10 ans ?» avec un sourire crispé qui masque mal le vertige. On se rassure en pensant que le temps nous appartient encore. Après tout, il reste du chemin. Mais c'est un mensonge tendre que l'on se raconte pour ne pas s'effondrer. Parce que si l'on s'arrêtait vraiment, si l'on regardait le chemin parcouru avec un regard honnête, on comprendrait l'ampleur du malentendu,
nous n'avons jamais possédé le temps. Il nous a tolérés, il nous a frôlés du bout des doigts, il nous a laissé croire que nous étions maîtres de nos horloges et de nos agendas. Mais tout ceci n'était qu'un leurre. Alors que nous reste-t-il de nos amours et du reste? Faut-il se résigner, accepter la fatalité, s'abandonner à la mélancolie douce d'un sablier dont les grains nous échappent? Peut-être, mais il reste une arme, une seule, fragile et sublime, la conscience. Non pas celle qui tente de se battre, de nier, de s'insurger contre l'inéluctable, mais celle qui accepte, qui regarde le temps en face et lui dit « Je sais que tu gagneras, mais jusqu'au dernier instant, je te regarderai en souriant. » Tout n'est pas perdu. Si nous ne pouvons pas arrêter le temps, nous pouvons encore le goûter, le savourer. Le temps est comme un bon vin chez ceux qui en boivent. Plus on le boit, plus on voudrait terminer la bouteille, voire en ouvrir une autre. En sachant que la gorgée qu'on avale sera peut-être la dernière de la soirée, mais en l'appréciant d'autant plus. Le temps nous prend tout, oui, mais il nous offre aussi ces instants où l'éternité semble tenir dans un regard, dans un silence partagé, dans un enfant qui naît, dans la rencontre avec la femme de sa vie, dans la complicité d'un éclat de rire ou dans la quiétude d'une main posée sur une autre. Le temps nous condamne, mais il nous laisse aussi des instants de grâce. Et peut-être est-ce cela, au fond, la seule manière de lui résister, non pas en cherchant à le dominer, mais en lui volant ces instants infimes, des fragments où pour une seconde, pour un battement de cils, il semble suspendu. Ces moments où l'on se sent pleinement vivant, intensément là, débarrassé des regrets du passé et des craintes du futur. Ces moments où, contre toute logique, on a l'impression d'avoir gagné. Oui, il est tard maintenant, mais pas trop tard pour aimer, pour rire, pour apprendre, pour rêver encore un peu. Pas trop tard pour s'émerveiller, pour surprendre, pour se surprendre soi-même. Pas trop tard pour tendre la main, pour réconcilier, pour dire les mots qu'on a tus trop longtemps. Pas trop tard pour fermer les yeux et respirer l'air de cette nuit qui avance et se dire que malgré tout, malgré le temps qui file et qui nous échappe, malgré la certitude qu'il nous engloutira un jour, nous avons été là. Nous avons existé et c'était déjà beaucoup. Alors que le sablier continue de couler, ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas évitable. Et puis surtout, nous laisserons, mais emporterons tout.
Je commence par faire les interventions qui sont pour tout le monde. Bon, je te retourne tout parce que je suis à peu près persuadé que j'avais oublié de brancher physiquement mon micro extérieur. Ah ouf, il m'a fait peur le con. Eh ben non, au contraire, je te dis, figure-toi que j'ai décidé Ben ouais, tu sais, tu m'oublieras dans la chambre en caleçon, je sais plus comment ça va. Donc, tout le monde a l'air d'approuver mollement. Non, non, Valentine! Oh, tu es belle ainsi. Mais non, la beauté c'est pas mal, regarde-moi, je suis mâle moi? Non, je suis femelle. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. Que les trucs dans ce genre-là, toi, ça va être marrant. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. À la galerie Farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Voilà. Ensuite, la moue incrédule pour Yann qui dit plus de gros mots. Alors effectivement, côté réconciliation, on est plus proche du néant sidéral que du banquet de noces, c'est ça. Ils devraient plutôt songer que l'amour les attend. Ils devraient plutôt songer que l'amour les attend. Ils devraient plutôt songer que l'amour les attend. Ben ouais, c'est bien, c'est tu m'oublieras dans la chambre, insouciance, en vacances, accroché au téléphone. Par contre, celle-là, je sais pas comment je vais la tourner. Ce que j'osais faire. Et d'accord, Val, toi, tu me montreras tes couches célimentaires. Donc ça, je la tourne un peu en mode vieux cochon, tu vois, un peu en mode genre, d'accord. Et toi, tu me montreras tes couches célimentaires. Oh la putain de sa mère, t'as raison. Oh là là, le con bordel à cul de putain de merde, les gars. Ah ouf, il m'a fait peur le con. Mais je te réponds là, qu'est-ce que je fais? Non, attends. Incroyable, on a un point commun Yannick. Les cailloux. Les cailloux. Les cailloux. Ouais, bah tu couperas au montage. Oh non, ça va pas commencer là. Alors effectivement, mon petit pote... Non, c'est pas ça. On est quand même plus proche du néant sidéral que du banquet de noces, mon petit pote. Hein, parce que j'ai déjà vu des... Un flûte. Oui, ou à celui des aubergines, ou des moules, ou des fraises, ou des cucurbitacées. Cucurbitacées, cucurbitacées, ce n'est pas très important. Devant quoi on se traînait, comme traînent les chiens. Ben ouais, tu sais, tu m'oublieras dans la chambre en vacances, accroché au radiateur, je sais plus. Oui, ou à celui des aubergines, ou des moules, ou des fraises, ou du papier hygiénique. Ce n'est pas très important. Regard effaré. Mâchoire qui tombe. Mais pas moi, mais bien sûr que si, putain, mais bon sang, mais évidemment. Non, non. Eh bien d'accord, Val, et tu me montreras tes... Eh bien d'accord, Val, et tu me montreras tes couches de sédiments. Eh bien d'accord, Val, et tu me montreras tes couches de sédiments. Celle-là, elle fait bien vieux dégueulasse. La République, c'est moi! On oublie les passions et l'on oublie les voix. Ouais, bon, tu sais quoi, finalement, t'allais m'écrire une apparition dans ta vidéo, mais non, je veux plus la faire. Ouais, bah, tu couperas au montage. Oh putain, c'est pas vrai, c'est pas le moment. Merde. Coup de fil en pleine prise. Allez. Oui, mais pas au moment, je te dis, mais bien sûr que si, putain, bon sang. Et je te fais quoi, là, maintenant?
Non, j'ai répondu maintenant, bordel, tu fais chier. Attends, j'ai répondu maintenant. J'ai répondu maintenant. C'est tellement pas naturel comme phrase pour moi, putain. Mais t'inquiète, ça va sortir. Écoute mon petit gars, la patronne, si tu la réveilles, c'est pas moi qui ai ramassé tes dents. Eh oui, ou à celui des aubergines ou des moules, on s'en fout. Oui, ou à celui des aubergines ou des moules, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Oh, le con de ta race, de la putain de ta mère, t'as raison. Oh, quel trou du cul de con de merde, de raclure de bidet je fais, moi. Oh, trop fort. Et on a un point commun, Yannick. Les cailloux. Les cailloux. Les cailloux. Cailloux. Les cailloux. Hein? Ah oui, c'est vrai. Eh bien... Hein? Ah oui, c'est... Hein? Ah oui, c'est vrai. Eh bien, Wallyfoot nous a envoyé des repas liquides, pas liquides. Et l'on se sent glacé dans le lit du hasard. Et l'on se sent tout seul. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Alors là, mon petit gars... C'est pas ça. Alors, mon petit gars, la patronne. Alors là, mon petit gars, la patronne, si tu la réveilles, c'est pas moi qui vais ramasser tes ratiches. Ouais. Bah c'est pas bon, hein. J'ai mangé une cuillère, j'ai pas su respirer pendant 7 quarts d'heure. Oh putain, mais le casse-couille, mais arrête de ressasser le passé comme ça, Gontran, c'est pas bon pour ce que t'as. Et je me rappelle plus de la fin de la phrase. Et Yannick, tu me montreras tes bijoux? Qu'est-ce que tu me fais pas dire, putain? Donc, la moue incrédule. Donc il m'a fait peur ce con. Plus sérieux. Voilà. J'ai eu peur. Non mais sans blague aussi, c'est quoi ton truc de faire arrêter de dire des conneries à Yann? Sérieusement, on va tous mourir, hein, sinon. Après, il faudra que pour mes prochaines vidéos, je prenne des inspirations autres. Genre, vous avez le droit. Ou même des trucs sérieux. Et l'on se sent floué par les années perdues. Enfin, s'il était chez moi, je serais déjà au courant, parce que tricotine, c'est pas du genre, hein, vous voyez les faire. Putain d'allergie. Au pollen. Alors vraiment, avec le temps, on ne s'aime plus. Bon, je pense que ça ira. Bon courage pour le montage. Merci de ta patience et de ton indulgence. Et aussi de ta créativité. Et merci d'être.